Dans ce nouveau chapitre de l'histoire de Tomb Raider et suite à sa mort dans la révélation finale, nous allons découvrir que la licence Tomb Raider continuera son exploitation de plus belle. Une troisième extension, un jeu Game Boy, de nouveaux comics et une cinquième aventure sur PlayStation qui ne marquera pas forcément les esprits. Si vous souhaitez connaître l'histoire de Tomb Raider, vous êtes au bon endroit. Avant de découvrir ce qu'il se passe chez Core Design, nous allons nous attarder sur l'extension de Tomb Raider 3, les aventures de Lara Croft, qui se nomme Le Dernier Artefact ou Tomb Raider 3 Gold aux États-Unis. Elle est sortie en mars 2000 et est toujours développée par l'équipe de Phil Campbell dans les bureaux d'Eidos de San Francisco. Cette extension fait directement suite à Tomb Raider 3 où Lara Croft découvre, sur le corps de Villar, qu'elle vient tout juste d'abattre, un portefeuille contenant un télégramme demandant au professeur de venir retrouver un cinquième artefact de météorite mis en sécurité dans son domaine en Écosse. Lara se rend donc en Écosse en hélicoptère dans un premier niveau nommé la Gigday Island. Il se trouve que le domaine appartenant à Villar est un château en ruine. Il est surveillé par des gardes et des chiens étranges aux yeux rouges. On retrouve les armes de cet opus et aussi certains ennemis comme les corbeaux. On pourra y croiser Nessie, le monstre du Loch Ness, qui n'est autre qu'une machine inventée par Villar pour détourner l'attention des visiteurs. Ce premier niveau est orienté plateforme, les ennemis y sont rares et le but sera de trouver des pierres ardentes afin d'accéder au niveau 2, le repère de Villar. Un niveau truffé de pièges qui vous mènera au quartier général de ce repère et enfin, vous découvrirez des cavernes contenant une matière étrange qui semble avoir un lien avec l'artefact qui ne semble plus être présent dans le repère de Villar. Avant la fin du niveau, Lara se fera attaquer par des gardes écossais armés d'épées, un folklore assez surprenant. Lara apprendra dans un journal que le tunnel sous la Manche aurait subi d'importants dégâts suite à une matière inconnue. Elle fera directement le lien avec ce qu'elle a vu en Écosse et se rendra donc vers l'endroit où ont lieu les réparations du tunnel. Dans ce troisième niveau nommé la falaise de Shakespeare, Lara se posera en hélico sur un chantier dont une société, Slink, semble s'occuper. Des ouvriers voudront se débarrasser d'elle sans succès. Comme dans tous les chantiers, on risque d'y croiser des rats et un peu plus inhabituel, des gardes armés et un quad. Qui n'a pas rêvé de faire du quad dans le tunnel sous la Manche ? Celui-ci vous permettra de progresser vers une foreuse qui, une fois activée, vous permettra d'aller plus profondément sur le site. Un disque lui donnera l'occasion de remettre la pompe en route et d'inonder les lieux et de retrouver la trace de cette étrange substance et d'y découvrir un lieu empli de créatures préhistoriques pour le troisième secret du niveau. Puis rendez-vous au quatrième niveau, Danse avec les loups de mer. Lara Croft arrive donc dans un laboratoire encore une fois bien gardé, avec à nouveau des mercenaires et des hommes grenouilles. Ce niveau sera essentiellement aquatique. Dans ce laboratoire, on devine que des expériences sont menées sur des animaux avec ce fameux dernier artefact. En fouillant le niveau, on y trouve un circuit et une ampoule témoin qui ouvriront une porte vers un poste de contrôle qui garde l'entrée vers la suite du niveau. Une fois les tunnels ouverts, des monstres marins feront connaissance avec Lara. Bien sûr, le harpon sera d'une grande utilité. Des échantillons mutants joncheront votre route vers la dernière zone du laboratoire qui prouvera l'existence d'expériences visant à associer des humains et des poissons. Les échantillons mis en place dans le labo permettront d'aller chercher le dernier artefact, le gant de Rathmore, dans l'eau sans risque de brûlure que les produits toxiques causeraient à Lara. Après avoir nagé avec un dauphin, Lara Croft retrouvera l'air libre qui mettra fin au niveau. Direction la France et plus précisément les environs de Calais pour le 5e niveau. C'est une maison de fous. Lara Croft décide d'enquêter là d'où provenaient les animaux livrés dans le laboratoire du tunnel sous la Manche. Et c'est effectivement dans un zoo que nous nous retrouvons avec tout d'abord une partie consacrée aux animaux de la jungle avec des tigres blancs et ces fameux singes voleurs de petites trousses de soins. Des piranhas garderont des clés qui permettront d'avancer dans le niveau pour accéder à une volière remplie de vautours avant de retrouver cette fameuse substance toxique qui montre que Lara est sur la bonne voie. Des mutants vous accueilleront avec leur venin, pas de doute, on se rapproche davantage du fin mot de l'histoire. Lara insérera le gant de Rathmore dans un mutant transpercé en pleine poitrine. Le dernier niveau nommé la Réunion est donc lancé et des météorites sont à éviter dès le début de ce niveau qui se déroule dans des cavernes étranges. Encore une fois, les mutants seront nombreux, de même que des cadavres humains sur lesquels des expériences ont été menées. Cela semble familier et pour cause, Sophia Legg apparaît subitement pour se débarrasser de vous. Celle-ci aurait survécu à son électrocution par Lara à Londres dans Tomb Raider 3. La société Slink était donc bien Sophia Legg Incorporated. Une requête permettra de la tuer définitivement.
La récupération du gant de Rathmore vous ouvrira la voie vers la fin du jeu. Une montgolfière vous attend pour terminer cette extension. Il était prévu que Tomb Raider 4 ait son extension, mais le développement fut annulé pour une raison inconnue. Quant aux chiffres de vente, il reste toujours inconnu pour les extensions de Tomb Raider. Pendant ce temps, Lara Croft est toujours aussi populaire en dehors des jeux vidéo. Entre la préparation de l'adaptation cinématographique et le lancement de la série dans le monde des comics de Topco, Lara Croft fait encore parler d'elle. Nous allons traiter d'un autre crossover avec la série Witchblade qui était parue peu après la sortie de Tomb Raider 3. Lara a invité son amie Sarah Pezzini à la rejoindre au British Museum pour lui faire part d'une de ses découvertes sur la Witchblade. Seulement, en arrivant sur place, elle apercevra Lara en train de courser une personne du nom de Geneviève le Cavalier. Celle-ci lui aurait dérobé la statue de Bastet qu'elle aurait trouvée en Égypte à côté de symboles représentant la Witchblade. Elle y aurait perdu son compagnon de route après une attaque des gardiens de la pyramide. Après avoir échappé à Lara et Sarah lors de la course-poursuite, Geneviève utilise la statue pour obtenir le pouvoir de Bastet, mais rien ne se passe comme prévu. Elle invoque Bastet au lieu d'acquérir ses pouvoirs. Elle l'utilisera pour essayer de se débarrasser de Lara et Sarah, toujours à ses trousses. Bastet invoquera son lion de compagnie que Sarah n'aura aucun mal à neutraliser et Bastet exigera un duel en 1 contre 1 contre Sarah car il semble que la Witchblade lui aurait bien causé du tort par le passé. Lara piégera Bastet dans sa statue pendant qu'il affrontait Sarah et son lion de compagnie se changera en ours en peluche que Lara adoptera et nommera Buck en hommage à son ami mort en Égypte. À la fin de cette histoire, la question sur le lien entre Bastet et la Witchblade reste encore un mystère. Un autre crossover avec la série Witchblade sortira et remettra en avant le talisman de Moralto volé dans le manoir de Lara. Un homme nommé Wingfat se transforme en démon pour tuer des criminels. Lara et Sarah n'auront aucun mal à mettre fin au carnage. On découvrira que Wingfat sera retrouvé pendu dans sa cellule à la fin de l'histoire. Dans l'année 1999, c'est l'histoire du masque de Méduse qui est lancée. Lara est chargée par Paris d'Arsène de retrouver le masque de Méduse qui aurait été vu pour la dernière fois sur un galion espagnol qui a coulé en 1505. Lara retrouvera l'épave, mais à la place du masque, elle trouve une pièce d'échec. Pendant ce temps, Compton, le garde du corps de la famille Croft qui surveillait les environs sur le yacht, se fait attaquer. Lara aussi, car des hommes perceront sa bouteille d'oxygène. Elle réussira tout de même à se débarrasser d'eux et des requins et découvrira son yacht au fond de l'océan, et elle suppose que Compton n'aurait pas survécu. Compton, qui compte beaucoup pour Lara, il avait notamment sauvé ses parents d'une attaque terroriste, mais peu après, il n'était pas présent lors du crash d'avion qui a tué les parents de Lara. Précisons que la Lara des comics Topco n'est pas celle que l'on connaît dans les jeux vidéo, et leur passé est bien différent. Revenons à l'histoire, heureusement son ami est bel et bien vivant. Ils font donc escale à Athènes où Lara révélera à Compton que l'objet qu'elle a trouvé appartient à Chase Carver, personnage qui aurait eu une aventure avec Lara. En piratant ses fichiers, Lara découvrira qu'il est à Katmandou. Ils se rendent donc au Népal, louent une voiture et se feront attaquer par des hommes cachés dans les sièges arrière. Après les avoir maîtrisés, Lara découvrira que Taj est leur commanditaire, un gangster que Lara connaît bien. Il est surpris que Lara vienne pour le masque de Méduse, mais il se fera tuer par une flèche avant d'en dire plus. Compton subira le même sort et Lara se fera capturer en accourant vers lui. En reprenant connaissance, elle s'apercevra que c'est Chase Carver qui l'a assommée pour la garder en sécurité. Les assassins reviennent et n'en ont pas fini avec eux. Lara et Chase arrivent à leur échapper et on apprendra plus tard par l'agent Akam que Taj et Compton n'ont pas été retrouvés mais seraient bien morts. Chase Carver fera part à Lara du message qu'il a trouvé dans l'épave du galion. Il est écrit par Henry Triplett, qui assure que son équipage s'entretuait à cause d'une force maléfique. Il dira dans sa note qu'il ne fuirait pas sans le trésor. En faisant des recherches, Chase Carver a découvert que Henry fut secouru par un navire anglais en direction de l'Amérique. Mais le navire a terminé sa destination en Chine. Ils arrivent ensemble à trouver dans les montagnes chinoises la clé menant au masque de Méduse grâce à des inscriptions sur un mur pouvant avoir un lien avec Henry Triplett. En poussant le mur, il tombe dans une fosse et trouve le masque de Méduse. Compton surgit brusquement et assomme Carver en révélant à Lara que Carver l'aurait manipulé pour obtenir le masque. Compton aurait donc simulé sa mort pour protéger Lara dans l'ombre. Mais une fois qu'elle le rejoint avec le masque, Compton s'attaque à Lara et lui dérobe le masque. La vérité est qu'il est responsable de la mort des parents de Lara. Il s'est toujours vu comme esclave de la famille Croft et jamais le père de Lara ne lui a proposé d'entrer dans les affaires familiales.
même après avoir pris une balle pour le sauver. Il a essayé de détourner des fonds, mais lorsque le père de Lara s'en est aperçu, il s'est arrangé pour que l'avion se crache. Il met alors le masque de Méduse sur la tête et une force maléfique s'empare de lui. Lara lui tirera une balle pour le tuer et déloger le masque, le rattrape et plonge dans l'eau avec Carver. Il retrouve donc Paris d'Arsène pour lui remettre le masque contre un objet qui appartenait à la mère de Lara. En repartant par la voie des airs, l'hélico explosera car Paris n'a pas pu résister à la tentation de porter le masque. L'arc suivant démarrera début 2000 avec la pierre de Merlin. Lara et Chase sont de retour et sont invités à rejoindre une archéologue nommée Vanessa et se feront surprendre sur la route par un ptéranodon, une créature volante datant de la préhistoire. En les rejoignant, Vanessa leur apprendra qu'ils n'ont encore rien vu. Ils découvriront sur son site de fouilles que les dinosaures auraient coexisté avec l'homme. En trouvant un passage secret et avançant plus profondément dans le site, ils seront séparés par un étrange phénomène qui les enverra dans le passé. Lara et Vanessa se feront attaquer par un T-Rex que Lara décimera avant de retrouver Chase complètement fou et contrôlant des hommes préhistoriques avec la pierre de Merlin, que Lara a déjà aperçue sur des gravures à Londres. C'est une des étudiantes de Vanessa qui contrôle Carver, Morgan le Fée qui recherche depuis des années après la pierre de Merlin pour résoudre les mystères du passé et du futur. Elle a essayé par le passé de voler les travaux de Merlin, mais sans succès. C'est grâce aux travaux de Vanessa qu'elle a réussi à remettre la main dessus. Lara se battra contre Carver avant de détruire la pierre de Merlin, qui permet de voyager dans le temps grâce à l'énergie du volcan. Carver reprendra ses esprits et ils passeront le dernier portail qui existe encore juste avant qu'il ne se referme, laissant Morgan dans le passé. Et pour le dernier comic, terminé cette année 2000, nous avons le one-shot Tomb Raider Origins. Lara et Chase Carver recherchent l'idole de Louvin qui, une fois acquis, réveillera un démon. Lara et Chase s'enfuiront alors que le temple se désintégrera. Le récit est très court et met surtout en avant l'humour et la relation entre ces deux personnages avec leur « je t'aime, moi non plus ». On en revient aux jeux vidéo avec une petite équipe de chez Core Design qui développe un Tomb Raider sur Game Boy Color et qui sera édité par THQ. Il sort le 30 juin 2000 et cet épisode a la particularité de proposer Lara avec 48 pixels de hauteur, à la différence de la plupart des jeux de Game Boy qui proposent des personnages principaux entre 16 et 32 pixels de haut. Autre exploit pour un jeu sur cette console de poche, Lara Croft possède pas moins de 2000 animations. Malheureusement, cet opus ne possède pas de tutoriel et il est quasiment indispensable de se servir du livret vendu avec le jeu pour espérer connaître les différentes combinaisons de mouvements de Lara. Tomb Raider sur Game Boy Color est une histoire originale indépendante. Ce n'est pas une suite d'un opus des consoles de salon, mais c'est bien la même Lara. C'est dans une bibliothèque à Moscou que commence cette histoire. Lara retrouve le professeur Igor Bauman, lui demandant de jeter un œil sur les manuscrits qu'il vient de trouver à propos d'un ancien artefact, la pierre de cauchemar qui contiendrait un esprit maléfique. Cet esprit serait celui de Quaxet, un roi diabolique qui régnait en Amérique centrale il y a des milliers d'années. Il aurait offert en sacrifice des Mayas, des Aztèques et des Incas à un dieu démoniaque qui avait besoin de sang pour nourrir son esprit. Il a régné durant 40 ans jusqu'à ce que les différentes tribus s'unirent pour le tuer et enfermer son esprit dans la pierre de cauchemar. Celle-ci fut scellée à l'intérieur d'un obélisque enterré dans un vaste temple. Ce temple vient d'être découvert dans la forêt amazonienne. Iliat, un ami du professeur, met en place une expédition. Il souhaite rencontrer Lara sur le site archéologique proche du temple. Il veut être au plus proche de ce temple, de peur que d'autres personnes s'intéressent à celui-ci. Arrivée sur les lieux, Lara découvrira un site saccagé et qu'Iliat n'est pas présent. Elle décide d'entrer dans le temple. La première partie du jeu se lance et il s'agit de 3 niveaux se déroulant dans le temple. Le système de jeu est pratiquement le même que sur console de salon. Il y a différentes trousses de soins qui permettent de se soigner, les doubles pistolets et ses différentes munitions pour se débarrasser des ennemis, les cristaux de sauvegarde toujours placés à des endroits cruciaux, mais quelque chose qui devait être présent dans le tout premier Tomb Raider est inclus dans le gameplay. Il s'agit de bâtons de dynamite capables d'ouvrir des brèches pour progresser, sans oublier les éternels passages secrets disséminant des munitions ou des trousses de soins. Dans ce niveau, Lara réveillera des gardiens du temple par inadvertance et se met à suivre des traces de sang. Au long de ces 3 niveaux dédiés au temple, on retrouve les ennemis habituels de la série comme les chauves-souris, les scorpions et les serpents.
Le troisième niveau du temple permettra à Lara de trouver la route vers les tombes royales. Lara retrouvera Iliad qui se fait attaquer par une momie, une des gardiennes du temple. Lara s'en occupera, mais il est déjà trop tard. Iliad a perdu beaucoup trop de sang et demandera à Lara de se débarrasser des autres gardiens que Lara a libérés. De plus, les mercenaires qui l'ont torturé ont pris la carte du temple pour trouver la pierre. Mais ils ne possèdent que la moitié de la carte. Iliad donne à Lara l'autre moitié qui indique comment arriver au dernier gardien du temple, qui n'est autre qu'un serpent. La pierre du cauchemar se situe juste après lui. Il suppliera à Lara de détruire la pierre diabolique avant de rendre l'âme. Les différents niveaux des tombes royales permettront d'affronter des squelettes et d'éviter des pièges toujours plus nombreux. Les séquences aquatiques seront encore plus présentes et les niveaux deviennent plus glauques au fur et à mesure. La fin de cette série de niveaux permettra à Lara de récupérer une pièce de panneau qui semble être capitale pour la suite car c'est le second qu'elle ramasse. Le niveau 7 lance la série de niveaux des chambres des trésors. Des niveaux un peu plus colorés, elle tombera sur un mercenaire à qui elle soutirera des informations pour avancer plus loin dans le temple. Il lui parlera d'amulettes à insérer sur des statues de lune et de soleil. Mais il ne s'en est jamais approché car trop dangereux. Lara le fera fuir en lui révélant que les gardiens sont réveillés, puis reprendra son exploration. Elle retrouvera et posera les amulettes sur les statues avant de reprendre sa route. Les niveaux suivants introduiront des mercenaires dont John Rambo, je crois, et des pièges de plus en plus mortels. Le troisième morceau de panneau en poche, il lui restera à se débarrasser des mercenaires pour rejoindre les niveaux consacrés aux cavernes, avec une première partie très aquatique et une seconde partie où les cavernes semblent labyrinthiques. Enfin, le temple volcanique contiendra les derniers niveaux du jeu. L'élément feu ne sera pas simple à gérer, mais Lara arrivera finalement face au serpent, l'abattra et s'emparera de la pierre pour la détruire en l'envoyant dans la lave en fusion. Cela provoquera une éruption volcanique qu'il faudra fuir dans le dernier niveau. Une fois échappée du volcan, Lara se dira avoir tout de même trouvé un cristal durant son aventure. Le jeu sera très bien reçu par la presse et les joueurs. Chaque niveau possède sa thématique et les animations étaient bluffantes pour une console portable, de même que le nombre incroyable de mouvements disponibles alors que la console ne possède que 2 boutons. Bref, une excellente entrée dans le monde des jeux mobiles pour Lara Croft. Aucun chiffre de vente n'est connu à ce jour, mais nul doute que le jeu fut un succès car une suite sera vite mise en chantier. Nous y reviendrons dans une autre partie. Allons plutôt nous intéresser au 5e volet des aventures de Lara Croft. Souvenez-vous, Lara Croft est présumée morte à la fin de Tomb Raider, la révélation finale. Les développeurs de Core Design en avaient plus qu'assez de développer un Tomb Raider tous les ans. Malgré tout, l'éditeur Eidos leur imposera de développer un ultime Tomb Raider pour la PlayStation, tandis qu'une nouvelle équipe se chargerait du développement de Tomb Raider Next Generation pour la future PlayStation 2. C'est donc à contre-cœur que sera développé ce Tomb Raider Chronicles. Andy Sandham, designer qui avait tenté de décapiter Lara dans la révélation finale, révélera en 2016 que Tomb Raider Chronicles était une charge de vieille merde. En effet, celui-ci reprenait des concepts littéralement jetés des précédents Tomb Raider car inintéressants. Il avouera également que les employés ont fait ce jeu juste pour vivre et non par passion. Il terminera en disant que c'était le Tomb Raider le plus difficile à développer. Les chroniques présentes dans le jeu sont au nombre de 4 et chacune propose une thématique de gameplay différente. La plateforme classique d'un Tomb Raider pour Rome, l'action et la furtivité pour la Russie, une Lara jeune et inoffensive en Irlande et enfin une furtivité poussée avec un compagnon à distance pour la dernière chronique. La révélation finale devait proposer certaines idées de flashback présents dans ce Tomb Raider Chronicles, mais Jeremy Huth-Smith, le chef de Core Design, insistera pour que la révélation finale reste un récit linéaire et basé uniquement sur des tombes. Comme pour Tomb Raider, la révélation finale, pas de manoir pour réduire la charge de travail, mais un tutoriel se déroulant durant le premier niveau. Lara brise le 4e mur et comme elle n'est pas accompagnée de Werner et que nous sommes en pleine histoire, l'immersion est totalement ratée. Bien sûr, de nouveaux mouvements dans ce Tomb Raider seront ajoutés, comme la possibilité de jouer au funambule, de se balancer sur des barres métalliques, d'assommer les ennemis par derrière et enfin se jeter avec une roulade depuis un rebord. De nouvelles armes seront ajoutées comme le HNK et ses différents modes de tir et le lance-grappin qui permet de lancer des cordes sur les surfaces compatibles. Dans l'inventaire, un Timex est ajouté afin de suivre ses statistiques de jeu plus facilement.
Bien sûr, les secrets sont de retour et se présentent sous forme de roses dorées. Des bonus se débloqueront selon le nombre de roses ramassées. Une fois tout acquise, c'est un trailer de Tomb Raider Next Generation qui est dévoilé aux joueurs. La version PC, quant à elle, ajoutera un éditeur de niveau pour que les fans puissent créer leurs propres niveaux et les partager avec le monde entier. Scénaristiquement, ce Tomb Raider est la suite directe de Tomb Raider la révélation finale. Même s'il raconte 4 histoires distinctes, elles sont racontées par les amis de Lara qui partagent leurs souvenirs. Des erreurs chronologiques apparaissent sur les événements à Rome, notamment liés à Pierre et à Larson. Andy Sandam ne s'est pas référé au script du Tomb Raider original. Pour les anecdotes, sachez que les niveaux irlandais sont inspirés de la couverture de la bande dessinée des aventures de Tintin, L'Île Noire. Le personnage de Jean-Yves sera remplacé par Charles Kane, suite au procès que Jean-Yves Empereur voulait lancer envers Eidos pour sa ressemblance avec le personnage. Peter Connolly sera de retour pour composer la musique. Il s'inspirera des premières ébauches des niveaux et composera des musiques sombres. Le thème principal sera très court, mais Connolly expliquera qu'il souhaitait un thème épique. Les contraintes de temps ne donneront qu'une ouverture durant moins d'1 minute pour ce thème principal. Ce Tomb Raider clôturera cette technologie et l'ère originale de Core Design avant de commencer une nouvelle ère avec le prochain volet, tout en gardant tout de même quelques liens scénaristiques. Dans les salons de jeux vidéo, c'est Gilles de Jong qui fera la promotion de ce Tomb Raider sur les traces de Lara Croft, nom français donné à ce 5e opus. Pour les voix anglaises et françaises, Jonelle Elliott et Françoise Cadol seront bien de retour. C'est donc le 17 novembre 2000 en Europe que sort Tomb Raider sur les traces de Lara Croft sur PlayStation avant de sortir un peu plus tard aux États-Unis. La version PC débarquera quelques jours après, de même qu'une version Dreamcast. Les proches de Lara se réunissent pour se remémorer les aventures passées de Lara Croft. Lara Croft qui est présumée morte à la suite de l'effondrement de la grande pyramide de Gizeh. C'est au manoir Croft que Winston, le majordome de Lara, Charles Kane et Patrick Dinstant démarrent leur récit. Le premier récit concerne la pierre philosophale. À Rome, Lara a rendez-vous dans un opéra pour échanger une rançon contre la pierre de Mercure. C'est Larson et Pierre Dupont qui tendront un piège à Lara pour repartir avec la pierre et l'argent. Cependant, elle ne se laissera pas faire et reprendra la pierre avant de s'échapper dans les ruelles de Rome avec une moto. Ses poursuivants se planteront en beauté avant que le premier niveau ne se lance. Les rues de Rome. Le joueur apprendra ici les bases avant d'explorer les rues et croiser les premiers ennemis qui sont des Doberman. Puis Larson apparaîtra de temps en temps. Le but sera de trouver les clés du jardin avant d'avoir accès à la porte du temple comportant la pierre philosophale. En arrivant devant celle-ci, un bruit se fait entendre sur les toits et Lara sait qu'elle est surveillée. En effet, sur les toits, Pierre Dupont et Larson espionnent Lara. Leur plan est de laisser Lara faire tout le boulot pour lui tomber dessus une fois le travail accompli. Lara récupérera un des symboles de la porte que subtiliseront Pierre et Larson devant la porte. Larson insérera le symbole et se fera enflammer par une malédiction. Il faut trouver les 2 derniers symboles assez vite pour stopper la malédiction ou Larson ne s'en sortira pas. Lara profite de la panique pour partir. Le second niveau se déroule au marché troyen. L'objectif de Lara est de trouver ces fameux symboles. Après avoir échappé à une nuée de souris, elle se retrouve face à une tête de robot qui tire des lasers avec ses yeux. Elle continuera son avancée dans les égouts, affrontera une statue qui prend vie et une fois les clés en poche, Lara retombera sur Larsen devant la porte. Pierre serait apparemment souffrant. D'ailleurs, ce n'est pas Larson qui devrait être souffrant. Larson essaiera une fois de plus de se confronter à Lara et malheureusement il sera pris par surprise par l'hydre qui ornait la porte du temple qui commence à s'animer. Il ne fera qu'une bouchée de Larson et Lara devra affronter l'hydre avant d'insérer les symboles pour entrer dans le temple. Arrivé devant la pierre philosophale, le sol s'effondre et emmène Lara vers le niveau suivant, le Colisée. Des lions vous attendent dans ces souterrains glauques. Après avoir récupéré une gemme pour avancer, Lara rencontrera à nouveau Pierre Dupont à un moment où elle est en fâcheuse posture. Lara promettra de lui donner la gemme une fois tirée d'affaire et qu'elle promet de ne pas le toucher une fois sauvé. Lara d'un simple mot fera chuter Pierre. Malheureusement, elle ne le sauvera pas. Elle a promis de ne pas le toucher.
Pierre Dupont ne survivra certainement pas à la chute. La gemme lui permettra de découvrir un passage secret sous le sol, non sans danger, et atteindra une salle où un gladiateur semble garder le Colisée avec son lion. Une fois tuée, elle affrontera une statue armée d'un marteau électrique. On sent vraiment le manque d'inspiration dans cet opus. Elle se retrouvera enfin devant la pierre philosophale qui mettra fin au récit. Le second récit sera raconté par Charles Kane, une histoire que Lara n'a jamais voulu raconter à Winston pour sa sécurité. Celui-ci met en avant la lance du destin, ou lance de Longinus, qui aurait le pouvoir de rendre une armée invincible. Elle était à bord d'un sous-marin allemand qui a coulé suite aux balles tirées par les soldats vers la lance et qui ricochèrent vers les missiles présents dans la salle. Le premier niveau de ce récit est la base. Lara s'introduit avec sa nouvelle tenue militaire dans une base russe qui abrite un sous-marin nucléaire. La mafia russe cherchera à visiter les épaves du sous-marin allemand pour mettre la main sur la lance du destin. Lara commencera par se débarrasser de l'employé qui essaie de l'écraser avec son bras mécanique et s'en servira pour avoir accès à la zone où le sous-marin est abrité. Lara apercevra l'amiral Yarofev de la marine russe en pleine dispute avec le chef de la mafia, Sergei Mikhailov. Il semblerait que Yarofev n'est pas très enthousiaste de travailler avec lui, même s'il l'a bien payé pour diriger le sous-marin qui s'apprête à prendre le large. Lara s'y introduira, mais dès le niveau suivant, Yarofev viendra l'accueillir pour l'emmener dans une cellule. On apprend qu'il n'est pas au courant de ce que la mafia recherche. Bien sûr, ce niveau commencera par l'évasion de Lara grâce à un pied de biche. En passant dans les conduits, on y verra que Sergei a trouvé le sous-marin allemand. Yarofev se fait de plus en plus curieux quant à la cargaison que ses hommes doivent chercher et Sergei rétorquera qu'il saura juste le nécessaire car il a l'esprit trop étroit pour comprendre. Yarofev se défendra en signalant que l'espion n'a certainement pas l'esprit étroit. Sergei apprend alors l'existence de cet espion et ne comprend pas pourquoi Yarofev ne l'a pas éliminé. Sergei qui assure alors qu'il s'en occupera plus tard. En attendant, l'alerte est donnée pour que les plongeurs se préparent à effectuer les fouilles. Lara continuera son exploration, se débarrassera des hommes au corps à corps, le temps de récupérer ses armes. Une fois récupérée et s'être débarrassée de quelques gardes, elle rejoindra la salle des scaphandres afin d'aller effectuer ses propres fouilles. Le grand plongeon est donc le seul niveau faisant intervenir un véhicule. Lara fouillera l'épave du sous-marin allemand et trouvera la lance. Malheureusement, des débris perceront sa bouteille d'oxygène et l'obligeront à regagner le sous-marin de Yarofev le plus vite possible. Navire en détresse est donc le 4e niveau de ce récit et commence avec Sergei qui accueillera Lara et l'obligera à lui remettre la lance. Il ordonne à ses hommes de se débarrasser d'elle, mais une fois éloigné, Sergei pousse un cri et se fait consumer par la lance. Lara en profite pour assumer les deux gardes et son objectif est de désormais trouver un moyen de quitter le sous-marin qui est en train de couler suite à l'explosion de Sergei. Elle retrouvera Yarofev qui lui donnera les clés de sa cabine pour trouver les bouteilles d'oxygène nécessaires pour la capsule de sauvetage. Une fois récupérée et la capsule de sauvetage prête, Yarofev ne veut pas quitter son navire et de toute façon, une seconde personne est nécessaire pour activer la capsule de l'extérieur. Yarofev se sacrifiera pour que Lara s'en sorte. On aperçoit la lueur de la lance du destin atteindre Yarofev avant que le sous-marin ne se perde définitivement. Le 3e récit est raconté par Patrick Dinstant. Il fut appelé par la femme de Winston qui lui parla d'étranges phénomènes sur une île voisine. Patrick se rend donc chez Winston qui lui parle de ces phénomènes. Et Patrick avouera qu'il s'apprête à aller sur l'île pour découvrir ce qu'il s'y passe. Lara, qui est à l'étage, entend toute la conversation et cela éveille sa curiosité. Elle suit donc clandestinement le père Patrick vers l'île. Le premier niveau s'appelle la potence et nous met dans la peau d'une Lara sans armes. En s'aventurant sur l'île, elle tombera sur un homme perdu sans cœur qui vit entre le royaume des morts et celui des vivants. Son cœur a été caché dans un arbre, il demande à Lara de remettre le cœur à sa place. Elle en serait récompensée. Intriguée par cette requête, Lara s'exécutera et explorera un peu plus cette île maudite peuplée d'étranges créatures. Elle trouvera les racines de l'arbre qu'elle brûlera afin de récupérer le cœur. Elle tombera sur le père d'Instant qui combat un démon avec le fer dans une petite séance d'exorcisme. Celui-ci est étonné de voir Lara et lui conseille de rejoindre la chapelle pour se mettre en sécurité jusqu'au matin. Tandis qu'il part vers l'avant pour dégager la route, il lui donne le conseil de toujours penser au fer contre les démons. Lara ne suivra pas ses conseils et partira remettre le cœur du démon à l'endroit qu'il avait indiqué, ce qui lui permettra de rejoindre la chapelle. Le labyrinthe est donc le second niveau de ce récit et Lara croisera directement un démon qui a caché de la poussière d'os dans un objet mystique. En récupérant cette poussière, Lara réveillera les esprits et s'empressera de la brûler, ce qui aura comme conséquence de les faire disparaître. Elle découvrira un labyrinthe sur plusieurs étages qui cache en son sommet un grimoire. Une fois acquis, un labyrinthe plus terrestre l'attend avant de retrouver le père Patrick qui a désormais les cheveux blancs.
Ce serait la peur qui serait la cause de tout cela. Le 3e niveau, le vieux moulin, démarre et Lara annoncera au père Patrick avoir trouvé un grimoire dans le labyrinthe. Il contient des symboles de protection. Cependant, le père Patrick doute de son utilité car il faudrait se mettre au centre d'un diagramme dessiné au sol. Et malheureusement, il n'a pas pensé à prendre ses crayons de couleur. Alors qu'il s'en va pour trouver un endroit sûr, Lara se fera surprendre par un autre démon venu avec son cheval. Il l'attrape et la jette plus loin pour lui faire comprendre qu'elle ne peut pas venir dans cette zone. Lara prendra un autre chemin pour s'aventurer encore sur l'île, ce qui lui permettra de mettre la main sur de la craie. Elle reviendra à l'endroit d'où est sorti le démon et dessinera un anagramme sur le sol, mais le démon reviendra pour l'en empêcher. Son épée sera stoppée net par le père Patrick qui se fera assommer puis emmener par le démon. Lara les retrouvera un peu plus loin. Celui-ci est emprisonné à cause de l'eau depuis des centaines d'années. Il assure à Lara qu'il laissera la vie sauve à son amie si elle coupe l'eau du vieux moulin. Elle emprisonnera donc une sirène pour la donner aux créatures chargées de surveiller le vieux moulin. Une fois occupée, Lara empêchera l'eau de s'écouler. Vladimir Kaleta, le démon, est alors libre. Il laissera la vie sauve au père Patrick, mais pas à Lara qui, sur le conseil du père, se met à citer les noms présents dans le grimoire. Au nom de Verdilette, celui-ci sera stoppé et père Patrick expliquera à Lara qu'en citant le nom du démon, elle en devient maître. Après lui avoir ordonné de retourner d'où il venait, Lara et Patrick d'Instant quittèrent l'île maudite. Pendant que Werner von Croy effectue ses recherches pour retrouver Lara en Égypte, Winston emmène ses amis dans la salle au trésor de Lara afin de leur montrer l'Iris, cette fameuse relique que Lara et Werner se disputaient au Cambodge dans le flashback de Tomb Raider, la révélation finale. Le 4e récit commence et grâce à un allié à distance nommé Zip, Lara s'introduit dans la tour de Von Croy Industries. Lara cherche à mettre la main sur l'Iris. Lara, toute vêtue de latex, commence donc le niveau, l'étage maudit dans les conduits d'aération. Beaucoup de pièges sont présents dans ces conduits et on y découvre des gardes vraiment parés aux intrus avec des armures complètement surréalistes. L'Iris sera vite repéré, mais pour pouvoir désactiver le champ de force qui le protège, il faudra s'introduire un peu plus vers les bureaux. Lara se débarrassera de quelques gardes et des mastodontes qui sont sensibles au niveau de la tête. C'est avec du chloroforme et un mouchoir qu'elle se débarrassera du premier d'entre eux, et avec son sniper qu'elle se débarrassera des suivants. Elle tombera sur un homme non armé dont elle pourrait se servir pour avancer plus rapidement en le menaçant. Ou alors Lara pourrait le tuer, ce qui permettrait de découvrir un passage secret menant à un des secrets du jeu. Finalement, Lara parviendra à récupérer l'Iris. Le niveau 2 de ce récit, le vol de l'Iris, commence et Lara sera obligée de se désarmer à cause des rayons X qui l'empêchent de passer avec elle. C'est donc grâce à la discrétion et au chloroforme que ce niveau se réussira. Lara passera également par les conduits d'aération, elle fera l'erreur d'utiliser un ascenseur qui s'écrasera, mais plus de peur que de mal. S'ensuit des séquences avec des tourelles automatiques, des mastodontes armés de découpeurs laser. C'est finalement avec l'Iris que Lara se téléportera vers ses armes afin de les récupérer, non sans avoir espionné les gardes qui tapaient leur code d'accès. Une fois récupérée, elle fera sauter une porte qui nous mènera au dernier niveau du jeu, alerte rouge. Un garde fait un rapport à Von Croy sur la situation et n'est pas étonné de voir Lara. On ne saura pas de quoi se fait insulter Werner par son père, Von Croy Senior, car nous repartons directement dans l'action avec un niveau qui cumule des poursuites avec un hélicoptère, des gardes qui pullulent le niveau, des pièges de partout et l'utilisation de nouveaux gadgets, le lance-grappin. Elle usera également de ruses pour enfermer des gardes dans une salle lâchant un gaz nocif. Lara réussira à s'échapper en réunissant la clé de l'hélipad. Sur les toits, c'est par deltaplane que Lara s'envolera avec l'Iris. Les amis de Lara lui portent un dernier toast avant de terminer le jeu sur Werner von Croy qui retrouve le sac de Lara. Les réceptions furent très mitigées pour ce Tomb Raider, même s'il y a de rares critiques positives comme IGN qui assure que c'est la meilleure aventure de Lara pour ceux qui apprécient l'univers et ne connaissent aucune lassitude avec la licence Tomb Raider. GameSpot est plus mitigé avec la licence en général qui n'a pas évolué depuis le premier volet, mais il concède que les graphismes sont incroyables sur une console aussi vieillissante, surtout au niveau des détails, certainement grâce au fait que les niveaux soient beaucoup plus couloirs que les précédents titres. Et il n'a pas du tout échappé aux violentes critiques disant qu'il est illégal de donner de l'argent à des gens qui envisagent d'acheter cette merde. Je précise que cette phrase ne vient pas du tout de moi. Bref, alors que tout le monde a les yeux rivés vers la nouvelle génération, ce Tomb Raider Chronicles ne se vendra qu'à 1,5 million d'exemplaires.
Il s'agit de l'opus numéroté le moins vendu, ou second si on compte l'opus Anniversary, mais nous parlerons plus tard de ce remake. Mais Lara n'est pas au bout de ses peines car dans le prochain chapitre, l'histoire de Tomb Raider s'assombrira davantage. Every